Angela Akeburu. Bonjour. Vous avez de multiples casquettes au Togo où vous vivez aujourd'hui, puisque vous êtes à la fois productrice, réalisatrice et même actrice, et aussi animatrice d'une émission télé destinée à la famille. Ce sont de multiples casquettes. Alors, on voudrait quand même savoir comment elles ont atterri au fur et à mesure sur votre tête et peut-être refaire un peu avec vous votre parcours qui a commencé, si je suis bien renseignée, enfin, par une formation que vous avez faite en France, en fait, et qui ne vous destinait pas spécialement au milieu de l'audiovisuel. Vous pouvez nous éclairer sur ce chemin ? Alors, je vais raconter quand même quand j'étais petite pour comprendre comment j'ai atterri quand même dans cette sauce audiovisuelle de l'image. Gamine, j'ai toujours été fan de films, de cinéma. Je joue du piano, je danse, j'écris et je dessine. Mais dans ma famille, mon papa et pour mes parents, il n'a jamais été question que je me destine à un métier de saltimbanque. C'est pas possible. Tu vas te mettre dans un bureau climatisé et tu vas avoir une belle voiture, un chien, un mari, des enfants. Et donc, comme on dit que le destin nous rattrape, donc moi, je suis ce cursus, je fais une école de commerce et puis je rencontre un homme qui est comédien donc en France. Vous me direz peut-être que le destin m'a emmené à lui justement pour que je revienne à mes premiers amours, mais quelque part, c'est ce qui s'est passé. Donc Jean-Luc Rabatel, qui est devenu mon mari après, galérait un peu en France parce que ce milieu artistique est très concurrentiel. On rentre au Togo. Arrivé au Togo, on s'aperçoit que quand on allume la télévision, les gens, il n'y a que des telenovelas, on voit très peu de films, très peu de séries africains. S'ils sont noirs, ils sont tués à un moment, ou bien c'est qu'ils sont noirs américains et donc ça ne nous correspond pas. Alors on se dit, bon, il y a peut-être un créneau à se faire, mais sauf que on n'a pas d'expérience, personne ne nous connaît. Donc, mon mari vend sa moto, on écrit, on se rend compte qu'il y a un phénomène qui fonctionne très bien. Donc, au Togo, les taxis-motos. Donc, on se dit, bon, on va peut-être faire un format court puisque c'est plus court, donc peut-être que ça va être plus facile. On s'est rendu compte que ce n'était pas plus facile forcément de faire du format court. Hein. C'est un métier aussi. On se lance, on fait un pilote, on le présente à Canal+, à l'époque, Canal+ Overseas, et puis là, la carrière démarre. Donc, moi, je me positionne à ce moment-là comme productrice. Je suis très en arrière-plan parce que je me dis que je ne connais pas trop, et puis j'utilise donc ma formation d'entrepreneur pour gérer le marketing, gérer les finances, gérer l'équipe. Intéressant ce que vous dites parce que c'est bien d'avoir rappelé l'enfance et aussi les choses qui vous intéressaient parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a une notion quand même de destin et que les choses n'arrivent pas totalement par hasard, qu'il y a quand même en fait cette sensibilité à l'artistique et à la création et à la créativité qui fait qu'on peut se destiner à un autre chemin que celui prévu initialement. Et aussi, je me le disais en préparant et en voyant un petit peu votre parcours, forcément, votre formation tant commerciale que dans les ressources humaines, puisque c'était à ça que vous étiez destiné, c'est utile aussi dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc, c'est pas qu'on veut casser les rêves des gens qui rêvent de faire des séries ou du cinéma, mais enfin, il y a aussi une formation qui permet que ce soit votre mari comédien ou vous avec justement toutes ces qualifications qui permettent de se lancer dans le bain des séries. Enfin voilà, c'est pour se dire qu'on peut se lancer dans le bain, mais que c'est mieux quand même d'avoir appris un peu à nager avant et d'avoir le bon équipement pour s'en sortir. C'est super intéressant ce que vous dites, Karine, parce que c'est la première fois effectivement qu'on met en perspective en fait ma formation de cette manière-là. Mais c'est tout à fait vrai. Si aujourd'hui je m'en sors en tant que porteuse de projet, c'est comme ça en fait que je gère et que j'appréhende en fait à chaque fois mes séries. C'est un projet. Et donc, ce que j'ai appris donc, à l'école de commerce, c'est que je porte mon projet et donc face à mon client qui va être mon diffuseur, face à mon client qui va être le spectateur, je dois lui montrer que je suis sûre de moi et que je vais être capable d'emmener mon projet jusqu'au bout.
Donc oui, ça c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Oui, j'ai appris effectivement à manager les équipes dans mon cursus de ressources humaines. Et effectivement, cette sensibilité artistique est revenue parce que le projet ZEM de Taximoto, c'était le projet surtout de mon mari. Donc, des mecs sur des motos qui se racontent des blagues. Au bout d'un moment, je me dis, bon, bah, j'ai envie de montrer autre chose de l'Afrique quand même. J'ai envie de montrer, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans les villages ou des gens qui parlent comme ça, ou qui crient très fort. Il y a d'autres personnes aussi qu'on ne voit jamais. Donc, j'ai envie de les montrer. Donc, et c'est là que ça a commencé à monter. Je dis, bon, ben là, je voudrais réaliser, je voudrais plus écrire, je voudrais montrer des choses que j'ai envie de voir. Donc, le format court palabre, qui est un peu, comment dire, c'est un peu une version africaine d'un gars et une fille. Et après ça, je suis passée sur la partie médicale, où là, je voulais montrer donc un homme et une femme qui collaboraient dans une clinique. La médecine traditionnelle africaine, la médecine occidentale. Ça, c'est très moi, en fait, parce que je suis des deux. J'ai vécu autant en Occident qu'en Afrique aujourd'hui. Et même en Afrique aujourd'hui, on voit ça, comment dire, on peut être très traditionnel, mais très moderne à la fois. Dans le smartphone, la pénétration du taux de pénétration du smartphone a été beaucoup plus rapide qu'en Occident, par exemple. On a le téléphone filaire chez nous. Par contre, le smartphone, oui. Donc, c'est ce que je voulais montrer à travers cette série Hospitalité et surtout montrer une femme scientifique. Parce qu'il y en avait marre de montrer les femmes qui sont toujours à la cuisine ou les femmes qui s'occupent des enfants ou bien les femmes qui se font tromper par les maris, qui ne sont pas actives, des personnages qui ne décident pas de leur destinée. Et au fur et à mesure que j'ai avancé en fait dans mon cursus, j'ai pris des compétences, j'ai appris sur le terrain, beaucoup. Je me suis viandée, beaucoup aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, voilà. Et mon leitmotiv, c'est toujours faire plus et faire mieux. Et sur Oasis, c'était ça. Une fois que j'ai fait hospitalité et que j'ai compris qu'il me fallait une équipe, sur Oasis, je suis allée recruter des personnes. Je suis allée chercher des compétences parce que, vous le disiez tout à l'heure, j'ai plusieurs casquettes. Quand on a plusieurs casquettes, il y a un moment, pas tout faire bien. Bon, bah, comme je n'arrive pas à tout faire bien, je vais chercher les meilleurs qui vont m'aider à construire voilà, le projet. Exactement. Alors, c'est intéressant à la fois de parler des choses qui se passent bien et de celles qui vont un peu moins bien, parce que c'est la réalité de la vie. Hein. Tout n'est pas toujours rose, mais les épreuves font parfois aussi qu'on progresse et qu'on avance. Donc, avant de parler de ça, je voulais quand même juste pointer une chose, c'est que vous parlez du rôle de la femme en Afrique. Dans ZEM, déjà, on voit quand même quelques conductrices de taxi-moto. Donc, il y a ça, je veux dire, comme point commun entre les différentes séries que vous avez produites ou dont vous vous êtes occupé. Il y a ce rôle et cette place de la femme dans l'Afrique d'aujourd'hui. Et aussi cette vision d'une Afrique moderne, urbaine, qu'on voit peut-être qu'on voyait moins fréquemment, en tout cas dans un certain cinéma africain qui a beaucoup voyagé à l'étranger, mais qui est présent aujourd'hui dans le cinéma, mais qui n'était peut-être pas suffisamment encore dans les séries. Donc ça me semble un point intéressant. C'est un choix délibéré qui dépasse sans doute aussi de l'appel du pied que vous avez reçu au départ de votre papa, je pense, hein, qui vous disait, mais regarde, ces séries-là, on ne nous voit pas dedans. Mais une fois qu'on décide de faire des séries d'aujourd'hui, voilà, vous êtes focalisé en tout cas sur la place de la femme et sur une certaine Afrique qu'on ne voit peut-être pas suffisamment. Et oui, mais quand vous le dites, en plus, ça me touche particulièrement parce que je me suis lancée récemment dans un autre combat. C'est que, donc, alors, effectivement, vous l'avez dit, j'ai commencé en montrant une Afrique moderne et en montrant des femmes à l'écran différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, moi, je suis plus allée dans l'image, enfin, dans comment dire, le contenu populaire, les choses accessibles à tous et que tout le monde se reconnaisse. Et donc, montrer effectivement des femmes autrement, puisque j'ai dit auparavant, c'est une façon de les éduquer et de leur faire se poser des questions. Seulement, je me suis rendu compte récemment, et ça me touche à chaque fois que j'en parle, ça me donne à chaque fois envie de pleurer, notamment au Togo, c'est qu'on se rend compte que les femmes, donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent être devant la caméra. Par contre, on n'a pas de technicienne. Personne veut être productrice, personne veut être script, personne veut être cadreuse, personne veut être preneuse de son, personne veut faire de montage.
Donc ça, depuis quelque temps, c'est mon combat. Montrer aux femmes qu'il n'y a pas que faire la belle devant la télévision, devant la caméra qui est important. Il y a aussi derrière la caméra, il y a des métiers techniques qui sont accessibles. Et ça me fait même penser que je dois peut-être faire une série là-dessus, série sur notre métier et montrer des femmes techniciennes. Voilà. Oui, oui, donc cette implication des femmes dans tous les postes, bon voilà, ça c'est un projet ou un combat futur, hein, on va dire. Mais c'est vrai qu'en montrant déjà d'autres types de femmes qui ne sont pas simplement occupées à attendre leur mari ou la solution venant de l'extérieur, des femmes fortes qui se battent, on avance petit à petit. Ce qui me fait penser que j'ai lu un article qui vous comparait à Shonda Rhimes, qui est quand même une belle référence. Voilà. Et donc, j'avais quand même envie de vous demander, puisque vous avez tout appris, comme on dit sur le tas, l'expression n'est pas très jolie, mais enfin, voilà, vous avez tout appris de manière un peu oui, empirique. J'avais quand même envie de vous poser la question sur est-ce qu'il y a des personnes ou des séries qui vous ont influencé, des rencontres qui ont un petit peu fait que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes? Ah, oh là là, c'est une très belle question. Alors déjà, gamine, il y a des films qui m'ont beaucoup marqué. Alors, j'ai jamais parlé de ça, donc c'est intéressant. Les comédies musicales, Peau d'âne, West Side Story, Grease. J'étais gamine, c'est des univers qui me fascinaient, à la fois l'histoire, à la fois les chorégraphies, la musique, les décors, les costumes. Ça m'a toujours fascinée. Et comme j'écrivais, que je dessinais, ça ne pouvait que me parler. Et puis j'aime beaucoup danser. Michael Jackson, voilà, ça a l'air comme ça, comment dire, complètement hors sujet, mais si, ça m'a construite aussi, parce que Michael Jackson, c'est le premier artiste qui a mis en image sa musique, qui a lancé la mode du premier clip vidéo. Et ça aussi, ça me marquait, parce que quand on fait de l'audiovisuel, on fait du son et on fait de l'image. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, donc ça c'est quand j'étais gamine, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur, les rencontres, effectivement, m'ont beaucoup aidée. Quand j'ai rencontré Maddy Foltek et que je me suis aperçue, en fait, que nous avions une scénariste au Togo, ça nous a permis de monter d'un cran. Une scénariste qui a été formée aux États-Unis, qui écrit à l'américaine, en cross-cut. Oh là là, mon Dieu, mais c'est mon rêve qui devient réalité. Shonda Rhimes fait partie de mes idoles. Franchement, je la trouve extraordinaire, cette femme, parce que en fait, elle fait ce que j'aime, mettre à la télévision en prime time un noir avec un rôle principal, une femme noire avec un rôle principal qui n'est pas forcément sexy, qui est petite, qui est ronde, voilà, et qui ne meurt pas à la fin de la série. Il n'y a que Shonda Rhimes pour l'imposer. Et elle continue avec sa dernière série, là. Bridgerton, oui, oui. Les chroniques de Bridgerton, exactement. Exactement, où là, elle nous met des noirs, encore une fois, on n'a jamais vu ça. Cette femme, effectivement, ça me touche beaucoup quand on me compare à elle, parce qu'elle ose, elle raconte les histoires qu'elle a envie de raconter, elle montre ce qu'elle a envie de montrer. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi aussi, de mon côté. Vous mentionniez Maddy Foltek, avec qui vous avez collaboré sur la série Oasis. C'est intéressant parce que justement, je voulais vous demander, est-ce que c'est plus compliqué pour vous de travailler sur un projet que vous n'avez pas imaginé dès le départ, contrairement à Hospitalité que vous avez écrite et réalisée. La série Oasis a été imaginée par Maddy Foltek, et donc je me posais la question de savoir qu'est-ce que ça change pour vous d'entrer dans un projet dont vous n'êtes pas l'initiatrice. Ah là là, je vais vous décevoir. En fait, il n'y avait pas vraiment de différence. Parce qu'en fait, Maddy et moi, donc c'est un peu, on s'appelle toutes les deux des workmates. Donc, on est des sœurs de travail. Et sur Hospitalité, c'était le premier projet sur lequel nous avons collaboré. Donc, effectivement, le projet venait de moi. Mais il n'empêche que très vite, elle a adhéré au projet et très vite, ça a été un échange.
pareil sur Oasis, le projet venait d'elle, mais très rapidement, quand elle arrive avec la Bible, je dis, bon, écoute, on va changer un peu les personnages, là, les mecs, on va les faire souffrir, la fille, là, elle est trop lisse, il faut la salir un peu, on ne va pas montrer que des filles parfaites, il faut aussi montrer des filles comme dans la vie. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence parce que tous les projets sur lesquels je travaille, je suis obligée de mettre ma patte. Alors, le projet sur lequel, donc on n'en parle pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti, c'est une série que j'ai réalisée. Je n'ai pas produit, j'ai juste été invitée en tant que réalisatrice. Et là, effectivement, c'était différent parce que je devais prendre les scripts comme ils ont été écrits. Je devais prendre les décors qu'on m'imposait, même si j'avais mon mot à dire en tant que réel. Et là, effectivement, ça a été challenging de pouvoir mettre ma patte sur un projet dont vous n'êtes pas à l'origine, quoi. Ouais. Où là, je me dis, mais moi, j'aurais jamais mis une femme comme ça, j'aurais jamais fait ça. Il a fallu effectivement que je prenne sur moi et puis mettre ma patte. Ouais. On va peut-être justement parler un peu maintenant des étapes, hein, puisque il y a tout un travail bien avant le début du tournage, tout un travail de production. Comment ça se passe? On voit que vous êtes très impliqué dans l'écriture des scénarios, enfin en tout cas de ce qu'on appelle la writing room. Justement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous travaillez avec votre workmate? Est-ce que vous travaillez chacune de votre côté? Est-ce que vous travaillez ensemble dans la même pièce? Est-ce que vous vous envoyez les textes? Juste un petit peu pour qu'on s'imagine comment les étapes sont franchies les unes après les autres. Sur Oasis, il y a eu deux, donc il y a une saison, et là, on a travaillé sur les saisons 2 et saison 3. Saison 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des séances de brainstorming où on se voyait tous les deux. Donc, on parle des personnages, qu'est-ce qu'on a envie de dire, ce sur quoi elle est d'accord, ce sur quoi elle n'est pas d'accord, les points auxquels je tiens, etc. Quand on a fini cette phase de brainstorming, qui est une phase commune à toutes les saisons, on passe à une phase de synopsis généraux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de dire sur les personnages, quelles vont être leurs intrigues et comment est-ce qu'on va saucissonner les épisodes. Une fois qu'on a passé ça, et ça encore on le fait ensemble, on est toutes les deux dans la même pièce et puis on échange. La troisième phase, la phase de synopsis détaillée, là on va, tout dépend de l'épisode. Si c'est un épisode vraiment compliqué, on va le faire ensemble, on va en parler ensemble. Et sinon, on va l'écrire chacune de notre côté. Et on va les changer. Donc, j'écris les synopsis de l'épisode, je ne sais pas, 45, je l'envoie à Maddy, Maddy fait ses annotations, on échange. Et quand on passe par contre au dialogué, saison 1, Maddy a écrit les 20 épisodes toute seule, les dialogués. Saison 2 et 3, nous avons écrit chacune 20 épisodes. Moi, je m'enferme, je sors, ça c'est mes petites routines, je quitte ma maison, je vais dans un autre endroit et je m'enferme le temps qu'il faut et je bouffe du Oasis, j'écris du Oasis et on s'écrit par WhatsApp, pareil pour Maddy, on s'écrit par WhatsApp, ouais, j'ai un problème, tel personnage, qu'est-ce que là, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses, machin. Une fois que j'ai fini d'écrire l'épisode, j'envoie à Maddy, on travaille sur une application qui s'appelle Final Draft et donc elle fait ses commentaires et voilà. Donc, il y a une première phase où on est ensemble, on a besoin d'être ensemble, vraiment. Et il y a une deuxième phase où on est chacune de notre côté, mais tout en étant ensemble à distance. On est très connectés. Très bien, très bien. Alors, un point qui m'a semblé aussi intéressant, c'est le choix des comédiens. Parce que ceux qui ont pu voir les différentes séries voient que certains reviennent, on reconnaît les comédiens. J'ai lu quelque part que c'était aussi parce que le Togo est un petit pays, enfin je veux dire à la taille de l'Afrique en tout cas, et que donc il n'y a pas énormément de comédiens professionnels. C'est ce que j'ai lu en tout cas, et que donc forcément c'est intéressant pour vous, à la fois aussi parce que vous avez établi un lien de travail déjà avec ces comédiens, de les retrouver d'une série à l'autre et de continuer un petit peu ce travail qui est un travail de coaching presque d'acteurs. Vous pouvez nous parler de ça, de la façon dont ils se préparent au rôle d'une série à l'autre?
Alors, c'est un travail vous avez raison, c'est un travail de coaching et de formation. Je disais tout à l'heure, ma société s'appelle Yobo Studio et on appelle toutes les personnes qui rentrent chez nous, on les appelle les Yobolais. La casquette de RH est importante dans ce cadre-là. C'est que tout démarre aussi au casting. Donc, je vais identifier un talent, je vais identifier un potentiel. Et ce potentiel, je vais le tailler, je vais le former. Donc, il va travailler avec moi sur un projet, mais l'objectif, c'est que je le fasse travailler le plus possible. Pourquoi? Parce que dans notre pays, au Togo, il n'y a pas énormément de production, on va dire, de production à grande envergure avec des moyens. Donc, quand ils travaillent ailleurs, ils n'ont pas forcément l'opportunité de travailler dans de bonnes conditions. Donc, le plus on les fait travailler, le mieux ils apprennent. Le plus ils sont exposés, le plus ils ont de chances d'aller travailler ailleurs, dans d'autres pays, et donc de devenir bankable. Mon objectif, c'est de fabriquer donc des stars de la série. Donc, on fait des castings. Après le casting, on les fait travailler sur les textes, donc des répétitions. En fonction comment dire, des bagages des uns et des autres, moi, je vais passer du temps one-to-one avec eux pour comprendre, c'est un peu c'est du coaching, hein, c'est un peu de la psychologie, hein, c'est comprendre d'où tu viens, où est-ce que tu habites, ta mère, ton père, ton environnement. C'est important de comprendre l'environnement quand on travaille en Afrique. Et ce n'est pas seulement pour les comédiens, aussi pour les techniciens. Justement, à propos de la tradition théâtrale, je me posais la question parce que vous disiez qu'il y avait une vraie difficulté à trouver des comédiens professionnels au Togo. Mais dans un pays voisin, le Burkina, de nombreux comédiens passent du théâtre au cinéma et sont parfois aussi recrutés pour des séries. Donc, je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas un vivier de comédiens de théâtre au Togo dans lequel vous pourriez venir puiser. Alors oui, le Togo, comme d'autres pays de la sous-région, est un pays à une tradition d'oral, tradition de conteur, tradition de théâtre. Ça a été mes premiers réflexes il y a 12 ans, de me dire je vais aller voir ceux qui ont l'habitude de faire du théâtre. Sauf que c'est difficile de désapprendre. Quand ils arrivent, ceux qui ont cette formation de théâtre, quand ils arrivent, ils vont jouer devant la caméra comme ils jouent sur une scène. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas du tout le même jeu. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis plutôt adressée à des personnes qui veulent faire du cinéma, faire de la série, qui ne sont pas forcément formées et qui vont apprendre de manière empirique. Et donc, nos comédiens aujourd'hui ne sont pas forcément… on n'a pas de cours Florent, on n'a pas d'école comme on l'a donc, en France ou l'acteur studio aux États-Unis ou en Angleterre. Et on n'aurait pas les moyens de le faire parce que quand on est dans un pays où, quand on se lève le matin, la personne, la première question, la question qu'elle se pose, c'est il faut que j'aille me trouver à manger, il faut que j'aille me trouver de quoi manger. On n'a pas les moyens de se dire je vais aller me bloquer 3 ans dans une école pour faire du cinéma. Donc, le seul moyen que moi j'ai de former ces gens-là, c'est de faire, de leur apprendre le métier de manière empirique sur le terrain et en faisant un nombre conséquent de tournages. J'en fais pas assez parce que j'ai pas encore les moyens, mais c'est mon objectif. Alors, au sujet, vous évoquiez tout à l'heure le fait que de nombreuses jeunes Togolaises veulent être actrices dans les séries et veulent être devant la caméra. Mais il me semble quand même que c'est certainement en raison de l'attraction que suscitent vos séries avec des décors magnifiques, des costumes vraiment beaux. Donc forcément, ça donne envie aux jeunes filles de s'y voir, hein, d'être filmées dans ces décors-là. Donc, quelque part, vous êtes responsable, en fait, aussi de cette attirance des jeunes Togolaises pour les séries. Oui, vous avez raison. Moi, j'étais fatiguée de voir à chaque fois la famine, la guerre, les villages. J'avais envie de montrer d'autres choses.
comme je le dis, il faut diversifier un peu, il faut qu'on montre de tout. Alors, j'ai mon univers, moi, effectivement, esthétique, où je veux faire très attention aux détails. Il y en a d'autres qui ont leur univers. Et effectivement, ça peut donner envie à des femmes de venir travailler. Mais ce que je reproche, c'est que, en tout cas à mes sœurs togolaises, mais je vais changer ça. Hein, ça, c'est mon objectif pour 2021, je vais changer ça. C'est que contrairement aux mecs qui se disent « Oh là là, dis donc, c'est beau, c'est très beau, mais… » Je veux comprendre ce qu'il y a derrière, comment ils fabriquent ça, mais qui a fait les décors, comment elle en est arrivée à penser à ça, je vais changer ça en mettant peut-être plus en valeur, en exposant les métiers. Parce qu'aujourd'hui, les métiers qui sont exposés en Afrique en général, on parle du réalisateur, on commence à parler tout doucement des scénaristes, parce qu'avant, le réalisateur, le scénariste, le producteur, c'est la même chose. Au Togo, on ne fait pas la différence. Donc, on commence à en parler. Mais par contre, la chef des costumes, le chef déco, le régisseur, le preneur de son, le cadreur, enfin, on ne connaît pas. Donc, maintenant, j'ai envie de mettre en valeur ces métiers-là pour que les gens comprennent que c'est une vraie industrie et que chaque métier demande une formation et une technicité. J'aimerais bien que ces femmes-là le comprennent. Ça va venir, je le sais. Non, mais je blaguais un peu. C'est parce que je pense qu'à travers ça, c'est aussi des artisans qu'on met en valeur. C'est le travail de décoratrices, de créateurs de décors. Donc, c'est vrai que ça, on en prend en plein vue, mais il y a tout un travail derrière. Et je pense que vous avez raison. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire des making-of, de montrer un petit peu chaque fois comment les choses sont faites, comment elles se construisent, pour que le résultat soit aussi beau à l'écran. Il y a du boulot dedans. Et c'est pour ça qu'on parlait un peu aussi des étapes de production. On a parlé du casting et du coaching que vous faites avec les comédiens, plus ou moins un mois avant le début de tournage. C'est ça? Oui, ça peut aller jusqu'à 2-3 mois. Ah oui, d'accord. Et en ce qui concerne justement ces décors et ces costumes et tous ces détails auxquels je faisais référence, est-ce que ce sont des personnes avec lesquelles maintenant vous travaillez depuis longtemps? Est-ce que vous avez pu créer de façon pérenne des emplois pour ces différents métiers-là? Ou est-ce que ça reste compliqué? C'est une bonne question. Alors, pour la déco, par exemple, la personne qui est en charge de la décoration sur Oasis et même sur mon émission Les Maternelles, donc c'est une femme qui ne vient pas du métier, mais qui a un œil. Et donc, je l'ai fait venir en me disant, voilà, elle s'appelle Essie Kojo. Je lui dis, Essie, je sais que tu vas pouvoir donner vie à mes rêves. Je sais que je sais que je vais te faire confiance. Il faut juste que tu apprennes que quand on décore donc une maison, c'est pas la même chose que décorer un plateau. Et elle a très, très vite appris. Donc, c'est une fille comme moi qui a vécu au Canada, qui a fait sa formation, qui est rentrée au pays, c'est une répate aussi, et voilà, qui est intelligente et qui n'a pas peur d'apprendre. Donc, elle, effectivement, voilà, c'est ma chef d'éco, c'est avec elle que je travaille. Sur la partie, je cherche encore d'autres personnes sur les costumes. Il y a sur la partie artistique, je cherche encore mes sœurs, mes frères artistiques. Sur les costumes, par exemple, voilà, je me suis un peu débrouillée sur Oasis, mais je cherche vraiment la personne qui va pouvoir me créer un univers sans que j'aie à intervenir. Bon, voilà. Appel est lancé à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Il y a du travail à prendre, en tout cas. Vous parliez de ce projet que vous avez réalisé en Côte d'Ivoire. Justement, comment est-ce que je ne sais pas si la question s'est posée, elle se pose peut-être aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se positionne justement par rapport à la concurrence de territoires comme le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire qui est quand même assez connue pour ses séries. J'imagine qu'à un moment, de la même façon qu'on se demande, tiens, qu'est-ce que le public a envie ou a besoin de voir, on se positionne ici par rapport à ce que les autres publics d'Afrique peuvent attendre du Togo. Alors, on dit que l'expérience n'a pas de prix. Et aujourd'hui, après 12 ans, j'ai enfin compris. Il m'a fallu 12 ans pour le comprendre. Mais bon.
Quand j'ai démarré dans le métier, je voyais l'Afrique comme un ensemble. Et je disais, mon seul moyen, ça va être, mais bon, aussi, je n'ai pas tort non plus, c'est le contexte aussi qui faisait ça, c'est que dans mon pays, n'ayant pas de diffuseur qui avait les moyens d'acheter des séries, j'ai toujours pensé, il faut que je fasse des séries panafricaines qui vont parler à tout le monde. Donc, ma série doit plaire autant à l'Ivoirien, au Sénégalais, au Camerounais, au Gabonais, etc. Et donc, bon, allez, je m'en suis pas mal sortie, mais je suis revenue de ça. Aujourd'hui, je vous disais, hein, donc j'ai mon projet sur les femmes techniciennes et j'ai mon projet aussi de faire des séries pour les Togolais, par des Togolais, pour des Togolais. Parce que je suis fatiguée, même si c'est très bien, et puis c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir le nom que j'ai aujourd'hui. Je suis fatiguée de faire des concessions et d'essayer de plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et il faut déjà arriver à plaire aux siens avant d'essayer de plaire à tout le monde. C'est un truc que j'ai appris, ça. Donc maintenant, je voudrais faire des séries togolaises pour les Togolais, sans me soucier de savoir si l'Ivoirien, le Béninois à côté, ça va lui plaire. Ce n'est pas mon problème. Ce que je veux déjà, c'est de faire de belles séries togolaises pour les Togolais. Et comment j'en suis arrivée à ce postulat-là? C'est que j'ai compris que les Togolais ne me connaissent pas. Je suis connue en Côte d'Ivoire, je suis connue au Sénégal, je suis connue au Cameroun, je ne suis pas connue au Togo. Les gens au Togo qui regardent mes séries pensent que ce sont des séries ivoiriennes. Ça me fait mal. Mon cœur saigne parce qu'ils se disent, c'est pas possible, ça c'est pas fait au Togo, ça. Pourtant, on voit des comédiens togolais, on entend certaines fois, ils disent, oh non, ce sont des Togolais qui ne sont pas d'ici, c'est pas fait au Togo. Même les décors d'Oasis, j'ai déjà entendu, ça n'a pas été tourné au Togo, c'est pas possible. Donc, je vais changer ça parce que c'est important aussi pour le peuple, l'estime de soi. Se dire, voilà, c'est l'inspiration, se dire, ah ben si, c'est possible. C'est comme ça qu'on crée une industrie, c'est quand les gens savent que c'est possible dans le pays. Oui, c'est intéressant que vous parliez des séries israéliennes parce qu'on se rend compte qu'elles se sont exportées dans le monde entier tout en restant vraiment très fort ancrées dans leurs problématiques propres à Israël. Et donc, oui, on se rend compte qu'en fait, en étant extrêmement local, il y a moyen de parler de manière très universelle. Donc, si je comprends bien, c'est un petit peu ça que vous souhaiteriez faire dans vos prochains projets. Alors, j'ai un projet que j'ai lancé actuellement. Donc, j'ai monté une association qui s'appelle l'Association Végon, où je me suis adressée aux Togolais de la diaspora et Togolais qui sont là. Et je leur ai dit, bon voilà, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Vous vous plaignez que vous n'avez pas accès à mes séries parce que soit vous n'êtes pas sur le territoire, soit vous n'êtes pas en Afrique, donc vous n'avez pas accès aux chaînes sur lesquelles elles sont diffusées, soit c'est que vous êtes sur le territoire, mais que les chaînes coûtent trop cher pour vous. Donc, je voudrais fabriquer une web série qui va être diffusée gratuitement sur les réseaux sociaux, mais qui va être financée par vous tous. Donc, elle va appartenir à tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, j'avais juste envoyé un message comme ça en disant, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marcherait? Ça a fait le buzz dans toute la communauté togolaise. On dit, mais oui, ça fait longtemps qu'on attend ça, il faut qu'on le fasse et tout. Donc, on a lancé la campagne de crowdfunding qui est en cours. Là, on est arrivé à 50% de l'objectif après 15 jours. Donc, on se dit, bon, ben, c'est parti. Et comment c'est parti? C'est parti du fait qu'aujourd'hui, je fais des séries, je fabrique mes séries, je les finance avec les diffuseurs panafricains en partie et les fonds européens. Mais quand je finance avec les diffuseurs panafricains, c'est diffusé chez les diffuseurs panafricains. Donc, tout le monde n'y a pas accès. Et beaucoup de Togolais se sont plaints en disant, mais nous, on n'a pas les moyens de mettre 30 €, 40 € par mois pour regarder une série. On ne peut pas. Et c'est comme ça, je me suis dit, bon, ben, on va voir s'ils mettent, par exemple, 1,50 €, est-ce que ce sera plus facile? Et finalement, oui. Ok, d'accord, très bien. Ça veut dire, vous parlez de ce nouveau projet de série qui viendra donc après les 2 saisons qui doivent encore être produites, sauf erreur de ma part. Oui, alors voilà, les saisons 2 et 3 d'Oasis elles sont écrites. Nous avons envoyé la V1 à Canal+, ils ont fait leur retour, donc on doit leur envoyer la V2 et on va rentrer en préparation là dans un mois ou deux. Ça va être tourné cette année. Donc l'objectif pour cette nouvelle série
avec crowdfunding du peuple togolais ou des expats, enfin, de la diaspora, pardon, de la diaspora. Ce serait pour 2022 ou vous voyez ça à quelle échéance? Ouh là là, c'est pour 2021. Hein. C'est pour 2020. Ah oui, oui. L'objectif, c'est de faire vite, et bien. Donc, on ne va pas forcément faire une série au standard canal. Encore une fois, on n'est pas dans l'objectif de voyager. On va faire une série propre, vite, parce que le truc avec le spectateur, c'est que à partir du moment où il a mis de l'argent, c'est qu'il faut qu'il voit le truc vite. Hein. Il ne va pas attendre un an. Donc, peut-être même qu'on sera capable de la tourner avant les saisons 2 et 3 d'Oasis qui vont nécessiter 6 mois de tournage, une grosse armada, beaucoup de moyens, beaucoup de monde. Là, pour la série togolaise, on peut la faire rapidement. Et vous seriez sur quel type de format? C'est série courte, enfin c'est 26 minutes ou c'est moins ou on est sur du 26 minutes, mais comme on est sur du digital, ça peut osciller entre 15 et 30 minutes. Donc, enfin, minimum, on voudrait quand même faire du 20 minutes. Et ce qu'on a promis aux spectateurs, aux internautes, c'est minimum 10 fois 26 minutes. Et en termes de tonalité, parce que les séries dont on a parlé jusqu'ici sont beaucoup, enfin, il y a en tout cas une partie de comédie, hein, de dramédie, on va dire. Est-ce que c'est le même type de tonalité que vous envisagez pour ce nouveau projet? Oui, 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 c'est ce qui nous plaît. On est très à l'aise là-dedans, Maddy et moi. C'est que la vie n'est pas facile quand même. Hein. Chez nous, la vie en Afrique, la vie tient un fil. On peut sortir là et puis mourir bêtement. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, parce que, voilà, bref. Et donc, si on se regardait sérieusement, ce serait déprimant. Donc, on se regarde, mais avec un peu d'humour. On met toujours un peu d'humour, un peu d'amour, parce que ça fait du bien. Et on aime ça. Et vous parlez aussi de ce mélange entre modernité et tradition. Est-ce que c'est un filon que vous allez continuer ou un sillon que vous allez continuer à creuser pour ce nouveau projet? Et est-ce qu'il a déjà un nom d'ailleurs, le nouveau projet? Ou bien c'est secret peut-être? Non, c'est pas secret. L'association s'appelle Végon. Végon dans le dialecte, dans un des dialectes du Togo qui est le Mina, ça veut dire le second, le numéro 2. Donc, on a Yobo Studio qui est la première, la grande, et puis le second, ça va être Végon. Alors, oui, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, tradition et modernité, c'est parce que c'est notre quotidien. Donc, il y a toujours, même dans Oasis, hein, il y a toujours un moment dans les sujets, dans les intrigues sociétales que nous abordons, il y a toujours ce conflit, cette cohabitation entre la tradition et la modernité. Donc oui, ça c'est sûr, dans Végon, il y en aura. Si vous deviez pointer une réussite dont vous êtes particulièrement fier et un obstacle qui vous a quand même appris des choses importantes pour la suite de votre parcours, vous citeriez quoi? La réussite, c'est Oasis, mais pas la série, ce qu'il y avait en back-office. L'équipe a arrivé à recruter des personnes, leur donner envie de venir travailler à Lomé, des personnes qui n'étaient jamais venues travailler à Lomé, que ce soit des comédiens, des techniciens, enfin des artistes, et de les faire collaborer ensemble et qu'ils soient repartis fiers et heureux d'avoir bossé sur ce projet. Ça, c'est ma fierté. Parce qu'il faut préciser qu'il y avait beaucoup de nationalités différentes hein, Ah oui. Ah oui, on avait des Béninois, des Burkinabés, des Sénégalais, on a eu Français, Ghanéens, et tous, sans exception, ils ont un très bon souvenir du tournage. Vraiment, on a été très bien accueillis, c'était une très belle expérience. Vivement qu'on y retourne. Ça, c'est ma fierté. Je suis très, très fière de ça. Ensuite, la difficulté, je pense que ça a été hospitalité. Parce que c'était notre premier projet long qu'on a fait dans des conditions très difficiles, avec très peu de moyens. Et donc, moi, là, j'avais vraiment plusieurs casquettes. Hein. Sur le plateau, j'étais à la fois réalisatrice, je faisais la cuisine, j'habillais, je maquillais, enfin, je faisais tout. Façon de parler. Et ça m'a appris qu'on ne peut pas y arriver seul. Quand on veut faire bien, il faut savoir aller chercher les bonnes personnes. Voilà, il faut être bien entouré. Exactement, il faut être bien entouré. Ouais. Quand vous dites qu'aujourd'hui, enfin, que ça a été compliqué de recruter des comédiens, mais que
au niveau des techniciens, c'est aussi le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les années passant, vous voyez quand même les choses évoluer et plus de gens s'intéresser aussi au côté pratique des choses. Donc, est-ce qu'on trouve plus facilement des cadreurs ou est-ce qu'il faut quand même toujours compter sur des gens qui viennent, quand je dis ailleurs, ce n'est pas forcément hors d'Afrique, hein, ça peut être d'autres pays africains, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on va vers une professionnalisation au Togo ou bien ça reste compliqué? Alors, pour l'instant, on n'y est pas encore. Je vais vous expliquer. En fait, c'est très simple, hein. Pourquoi est-ce que ça s'est développé en Côte d'Ivoire? Pourquoi ça s'est développé au Burkina et au Sénégal? Le Burkina, c'est parce que tout simplement, ils ont une tradition du cinéma. Il y a beaucoup de production. Plus il y a de production, plus il y a de techniciens, plus il y a de la professionnalisation. C'est la même chose au Sénégal, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Au Togo, on n'a pas de prod qui viennent travailler chez nous parce que ils se disent qu'il n'y a pas de technicien. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc si vous ne venez pas travailler chez nous, on ne va pas développer. Enfin, bref. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Moi, depuis que j'ai commencé, il y a des techniciens qui travaillent avec moi depuis le début, qui évoluent. Je fais venir les techniciens de l'étranger, donc de France ou même du Sénégal et de Côte d'Ivoire, qui viennent et qui forment. À chaque fois, c'est la condition. Tu viens travailler chez moi, mais tu ne repars pas comme tu es venu. Tu viens, tu laisses quelque chose, tu laisses des compétences. Et donc, j'ai un premier assistant réalisateur qui a été formé là maintenant et qui travaille bien, qui arrive à travailler sur d'autres productions, qui est autonome. J'ai un régisseur aussi qui travaille bien. Et donc, petit à petit, comme ça, à chaque fois que je fais une grosse production, je forme et je construis. Et eux-mêmes, les petits là qui ont été formés, eh bien, ils reforment derrière. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Oui, donc c'est un peu l'idée de l'atelier. En même temps qu'on crée la série, on apprend les métiers. Et donc, il y a un coaching pas seulement pour les comédiens, mais aussi pour les techniciens. Tous les métiers, production, comptabilité. On n'a pas de comptabilité audiovisuelle chez nous. Donc, quand on va parler avec le fisc et qu'on leur explique ce qu'on fait, le fisc togolais, ils ne comprennent absolument rien. Ça aussi, il faut qu'on montre, il faut que je montre. Moi, je suis en train de tout créer dans mon pays, en fait, hein. Je suis en train de tout créer. Mais il faut bien quelqu'un pour le faire, hein. Je suis une pionnière, il faut bien quelqu'un pour le faire. Et ce qui me rend fière aussi, c'est que les jeunes, ils comprennent vite. Une fois que moi j'ai creusé le sillon, eh bien, eux, ils vont mettre le goudron, et puis les voitures vont rouler, et puis ça ira. Alors justement, quand on parle de ces projets, il faut pouvoir mobiliser, enfin ici vous passez par le crowdfunding, mais vous avez eu des projets internationaux avant, enfin avec des partenaires internationaux en tout cas. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui se dit, bon, moi vraiment, les séries, c'est ce que j'ai envie de faire, ça parle aux gens et c'est peut-être plus accessible toute proportion gardée, que le cinéma. Quel est le principal conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans la réalisation ou la production de séries? Alors moi, je parlais à mes jeunes frères et sœurs africains là, qui sont là. Alors, ce que je vais leur dire, c'est qu'il faut toujours se dire, ça c'est ce que j'ai appris en école de commerce, il faut toujours se dire que quand tu présentes ton projet, il y a 1000 autres personnes qui présentent le même projet que toi. Tu penses que tu as une idée extraordinaire, il y a l'idée et il y a le chemin que tu vas faire pour que ça se transforme vraiment en projet. Donc, la personne qui est en face de toi, qui a de l'argent, elle ne va pas te donner de l'argent parce que tu as une idée, hein, c'est facile d'avoir une idée. Elle va te donner de l'argent parce que tu vas lui prouver dans la manière dont tu vas présenter le projet, dans la manière dont tu as évalué, dont tu as pensé, tu vas lui prouver que tu vas mener ton projet jusqu'au bout. Tu vas lui prouver que tu te démarques des autres, que tu as étudié ton marché, que tu sais que tu as quelque chose de différent. Tu vas lui expliquer pourquoi c'est différent. Tu fais tout le travail. Ce n'est pas à la personne à qui tu vends de faire le travail, c'est à toi. Donc, ce que je conseille à ces jeunes-là, c'est il faut bosser, quoi. Ce n'est pas parce que tu as écrit sur 5 lignes ton truc que la personne, elle va acheter. Il faut vraiment réfléchir le truc jusqu'au bout. Et plus tu vas penser, plus tu vas aller jusqu'au bout et plus tu auras de chances de convaincre ton interlocuteur. Et justement, par rapport à ces difficultés, est-ce que au fil du temps, en côtoyant des gens, que ce soit sénégalais, burkinabés ou ivoiriens, est-ce qu'il y a des enseignements, des rencontres que vous avez faites qui vous ont inspiré, qui vous ont permis de mieux voir comment faire
au Togo, même si forcément d'un pays à l'autre, les réalités sont très très différentes. Comme vous le disiez, au Burkina, il y a des écoles de cinéma qu'il n'y a peut-être pas au Togo. Voilà, donc c'est vrai que chaque fois, il faut voir comment localement on peut appliquer les choses qu'on voit ailleurs. Ouais, c'est vrai. Plus vous posez les questions et puis je reviens sur mon parcours, c'est très intéressant. Oui, alors quand je suis allée au Burkina, au FESPACO, j'ai été impressionnée par l'amour des Ouagalais pour le cinéma. Ça n'existe pas au Togo, ça. Et je n'ai pas vu ça en Côte d'Ivoire aussi. Les Ouagalais qui font la queue pour aller consommer du film burkinabé, du film autre, mais qui font la queue pour consommer du film. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette tradition de faire du film, de montrer du film africain. Et puis, donc, les spectateurs ont l'habitude de consommer du film africain et continuent à le faire. En Côte d'Ivoire, ce qui m'a inspirée, c'est je suis allée visiter des tournages là-bas. Notamment, le premier tournage qui m'a marqué, c'est le tournage d'Invisible d'Alex Ogou, où Alex a démarré le tournage en se disant, voilà, moi, je ne veux pas faire de compromis, je veux travailler dans de bonnes conditions, je veux mon script, je veux tel matériel, je veux l'équipe, tout ça. Alors que moi, j'avais l'habitude de travailler avec rien, avec personne, et prendre tout sur les épaules. Et quand j'ai vu toute l'équipe qu'il y avait et ce que ça lui permettait de faire en tant que réal, je me suis dit, ah non, 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 moi, c'est bon, j'ai compris. Je vais rentrer et puis je vais m'entourer pour travailler correctement. Donc oui, ça m'a beaucoup inspiré d'aller voir. Ça, c'est un conseil que je vais donner aussi je vais donner aux jeunes. C'est d'aller voir, ne pas hésiter à aller voir, postuler en tant que stagiaire. Vous n'êtes pas payé, c'est pas grave. Effectivement, c'est un sacrifice, mais vous allez, comment dire, l'argent que vous allez perdre en payant votre transport, en allant sur ce plateau de tournage pendant une journée, vous allez gagner énormément pour vos projets personnels. Il faut aller voir comment travaillent les autres. Ça aide vraiment. Et donc, quelque part aussi, les rencontres professionnelles, le fait de se retrouver avec d'autres créateurs, ça peut être aussi porteur et source d'émulation d'une personne à l'autre, en voyant un petit peu comment les autres travaillent, en comparant les choses qui le sont au niveau de l'Afrique. Donc, un rendez-vous comme Série Africa, ça vous permet de rencontrer d'autres créateurs et d'échanger sur vos difficultés propres au continent. Ça, c'est extraordinaire. Ce qui est sympa justement avec ces festivals série, c'est quand on a affaire à des personnes qui sont, comment dire, généreuses, qui ne sont pas langue de bois et qui vont dire voilà comment ça s'est passé, voilà les galères que j'ai eues, voilà ce qu'on m'a dit et voilà ce que j'ai fait. Je sais que ça commence à venir. Il y a 2-3 producteurs avec qui on communique beaucoup, notamment vis-à-vis des diffuseurs. Ils disent voilà, moi, il m'a fait ce prix-là. Il paye ça. Ben, moi, il paye ça. Et en se mettant ensemble, du coup, on a une seule voix et face aux diffuseurs et ça permet de réguler un peu les choses. Donc oui, Série, c'est une plateforme intéressante pour comprendre comment les collègues travaillent, pour aussi partager. Moi, je suis quelqu'un de très généreuse en général. Je ne suis pas langue de bois, je dis ce que j'ai à dire. Ça m'a joué beaucoup de tours. On m'a blacklisté souvent, mais je continue à parler. C'est pas grave, j'arrêterai jamais de parler parce que je crois beaucoup en ça. On apprend en échangeant. Oui, oui, puis c'est dans les métiers de l'audiovisuel et de la communication, c'est toujours très paradoxal de tomber sur des gens qui ne veulent rien dire, enfin qui veulent garder tout leur secret pour eux. On comprend qu'on soit jaloux de son succès, mais bon, à un moment, ce qui est important aussi dans un métier qui est un métier de transmission, de mentorat, de coaching, c'est important de pouvoir rencontrer des gens qui partagent un petit peu et qui sont prêts à donner leur recette. Donc, c'est pour ça qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je voulais encore aborder juste cette question-là, justement, le fait d'être animatrice, parce qu'on a parlé des différentes casquettes au tout début, de vos différentes casquettes. Vous présentez aussi une émission qui parle de la famille, des enfants, les maternelles. Qu'est-ce que cette expérience-là vous a apporté dans votre profession aujourd'hui, dans votre activité aujourd'hui? Ce que ça m'a apporté au niveau business, tout simplement, c'est d'avoir une émission qui marche et qui fait travailler du monde régulièrement.
Donc, les techniciens dont je parlais aujourd'hui, qui sont des techniciens de fiction, sont des techniciens de flux. Et que ce soit le premier réalisateur, le régisseur, les cadreurs, les preneurs de son, ils travaillent et ça leur permet de gagner en compétences et d'intégrer d'autres techniciens qui peuvent eux aussi apprendre à travailler correctement. Il y a des risques que je peux prendre sur les maternelles, donc c'était cette émission que je présente, parce que je sais que bon, c'est une grosse machine et que quoi qu'il arrive, on ne joue pas notre carrière sur cette émission puisqu'elle est déjà installée. Voilà, il y a l'architecture, la structure est en place, donc je peux faire entrer des stagiaires pour qu'ils apprennent. Et ces stagiaires-là, une fois que j'ai identifié qu'il y avait du potentiel, hop, je les fais passer en fiction, où là, les enjeux sont plus forts, il ne faut pas se louper. Je ne dis pas qu'on se loupe sur les matériels, je dis juste que la structure est là, elle est en place, la recette, c'est la même, donc on peut faire rentrer des gens puisque la recette, elle est là. Mhm. Et que ça permet qu'ils acquièrent aussi un savoir-faire qui sera utile plus tard. Okay. Savoir-faire et savoir-être aussi. Savoir-être, c'est très important dans notre métier, surtout en Afrique. Ah oui, ça, c'est effectivement un truc qui est une spécialité chez moi au Togo, en tout cas chez Yobo Studio, et que je n'ai pas encore vu chez les autres. Et d'ailleurs, quand j'ai fait venir des techniciens sénégalais, ils étaient impressionnés, même les Ivoiriens étaient impressionnés de ça chez nous. C'est la ponctualité, n'est pas notre force chez nous les Africains, mais c'est quelque chose vraiment de très important. Quand on dit qu'on doit être là à 5 heures du matin, c'est pas 5h50 ou 6 heures parce que je me suis pas levée ou parce que j'ai eu un embouteillage. Moi, je m'en fous. Donc, tu n'arrives pas à 5 heures du matin, tu travailles plus chez moi. Et donc, ça a commencé très rapidement. Depuis 11 ans, je fais ça. J'ai cette réputation de sorcière, de super dure dans le pays. Mais les gens, quand ils rentrent, ils savent qu'ils vont apprendre à être rigoureux, qui savent que, voilà, on a dit que chez Yobo Studio, si par exemple, tu travailles de telle heure à telle heure, tu travailles de telle heure à telle heure. Elle est carrée, je vais te payer. Je sais qu'à la fin du mois, je vais te payer et c'est pas machin. On leur apprend la rigueur. Et ça, c'est quelque chose qui est valorisé. Les étrangers, quand ils viennent là, ils sont impressionnés de cette rigueur qu'ils n'ont pas chez eux. Aussi, je suis très fière de ça. Vous parliez de tout ce que vous aimiez faire quand vous étiez petite, enfin, tous les goûts artistiques que vous aviez. Vous avez aussi cité les séries de Shonda Rhimes qui vous impressionnent. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des séries, mais peut-être même qu'on ne connaît pas, qui vous inspirent, que vous attendez avec impatience, que vous suivez? Voilà, quels sont un petit peu vos coups de cœur, que ce soit séries ou films, du moment? En ce moment, je suis très comédie romantique, je crois, parce que c'est ce que j'ai envie de raconter. Parce que je trouve que ça manque chez nous, dans l'espace francophone. Les Nigérians, les Ghanéens font beaucoup ça, font beaucoup de comédies romantiques, ça marche. Et nous, je ne sais pas pourquoi les francophones, on va tout de suite aller sur le drama, sur les trucs, le policier. Et donc, j'ai envie de me mettre dans ce créneau-là. Bon, il y en a qui m'entendent, qui vont se dire « Ah, bah, c'est une idée, on va le faire aussi, faites-le, soyons nombreux à le faire ». Moi, aucun souci par rapport à ça. Donc, j'attends avec impatience la saison 2 de Bridgerton de Shonda, vraiment avec impatience. Alors, dans un autre créneau qui a absolument rien à voir, j'attends la suite de Casa de Papel, pour rien à voir, juste parce que cette série visuellement, je suis quelqu'un de très visuel. Visuellement, elle me plaît beaucoup. C'est très violent, mais j'aime beaucoup les couleurs. Qu'est-ce qui me vient comme ça, comme série que j'attends je ne sais pas. Là, je pense que c'est Bridgerton, la série qui me vient. Ah oui, si. En ce moment, je suis très série sud-coréenne. Je regarde beaucoup les séries sud-coréennes. J'ai adoré le film Parasite. Et leur spécialité, eux, c'est qu'ils ne font pas de plusieurs saisons. Ils font une saison unique de 15 épisodes de 60 minutes. On démarre, on est accroché jusqu'à la fin.
Ils font un épilogue pour montrer que les personnages vont vivre leur vie. On est content, on est rassasié, on va regarder notre série, un autre domaine. Et j'ai envie de faire comme eux. Je pense que sur Végon, ça va être ça. On va faire des séries à saison unique, avec des sujets bien différents. Et c'est génial au niveau de la créativité. Très bien, c'est super. Alors, on parlait de ce projet de web-série, mais j'ai lu ou vu quelque part que vous aviez aussi un projet de série auquel vous teniez beaucoup, mais qui serait peut-être moins de la comédie. Est-ce que ce projet-là est toujours d'actualité ou est-ce que vous le gardez pour plus tard? Est-ce que, voilà. Ah, oh là là, si vous saviez, Carrie, le nombre de projets que j'ai en ce moment sur le feu. Je surveille les casseroles sur feu doux. Là, je vais mettre un feu doux là, pour que ça patiente. Je mets dans le four. Donc, oui. J'ai en fait deux autres projets un petit peu plus longs, des 8 fois 52 minutes. Dont un qui est signé avec un diffuseur donc, qui est confidentiel, dont je ne peux pas parler. Et effectivement, ce n'est pas, c'est du drama, ce n'est pas de la comédie. C'est ambitieux. Et puis, il y a un autre, effectivement, qui n'est pas encore signé, mais voilà, ce sont deux projets ambitieux dont je ne peux pas encore parler. Mais oui, il y en a d'autres. C'est ça aussi le conseil, c'est de garder toujours des projets, des idées qui mettent parfois peut-être plus de temps à se développer, mais qu'on garde un peu sur le coin là, du feu pour qu'elle mature gentiment. C'est ça qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc et plusieurs projets devant soi. Je ne sais pas s'il faut. En tout cas, moi, j'en ai plein de tiroirs. Souvent, quand on me dit, mais attends, mais tu vas pitcher ton truc, on va te piquer l'idée, je dis, oh, franchement, c'est pas moi, les idées, j'en débite à la minute, c'est pas le problème. C'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de convaincre et puis d'arriver à réaliser le projet. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai un projet de long métrage sur lequel je suis en train de travailler. La série dont je parlais pour Végon, il y en a 3 autres qui attendent derrière. Pas plus tard que dimanche, j'appelais ma workmate, je lui dis, ah, j'ai un projet d'idée, attends, on va l'écrire, c'est tout le temps. Là, vraiment, moi, sur les idées, ce n'est pas un problème. Si j'avais les moyens, si j'avais de l'argent, je ne sais pas, je pense que je produirais 1000 heures par an de série, hein, sans problème, vraiment. Très bien. Bon, on est impatient de découvrir ça. Hein. On espère que quand nous, on sera sortis, enfin, je veux dire, nous, l'Europe, là, on sera sortis Du courage. Et qu'on pourra de nouveau voyager, qu'on pourra se voir. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Série. Et puis, merci de ne pas avoir été langue de bois et d'avoir été si généreuse dans les conseils et les pistes que vous proposez aux jeunes réalisateurs, scénaristes, acteurs qui nous regardent. Merci beaucoup, Angela. Et merci à vous, Karine, pour vos questions très, très, très intéressantes. C'est frais. C'est vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Merci beaucoup.